Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et on commence. J'avais capté que la constitution anglaise, celle de la 5e République, entrée en vigueur le 6 mai 2024, a déjà 2 ans. Mais qu'y a-t-il de nouveau, selon vous, sur le plan politique, peut-être sur le plan social et économique, si on s'en tient quand même à ce que ceux qui avaient pris l'initiative disaient non, ce serait du nouveau, le pays deviendrait ci, le pays deviendrait ça? Non, je pense que moi, quand ça s'est passé à l'époque, déjà, j'avais dit que c'est du paflotage. Donc, il est difficile pour moi, même aujourd'hui, de dire autre chose, sinon que de dire que la réalité a confirmé ce que je disais à l'époque. Des gens disent qu'on aurait un système dans lequel l'Assemblée sera vraiment active. Dotée de pouvoir. Voilà. Nous tous, on a vu comment est-ce que l'Assemblée a voté, entre guillemets, le président de la République. Comment est-ce que, vous savez, mes aînés et mes collègues juristes peuvent être dangereux pour une société à un moment donné. Pourquoi? Parce que quand je vois ce que certains universitaires écrivent aujourd'hui, vous prenez les Kokoroko, Hunake, Koda, Trimoua, c'est qu'ils ne sont pas sérieux avec eux-mêmes. Quand vous lisez les articles de ces enseignants sur le constitutionnalisme, et vous lisez ce qu'ils viennent écrire pour mettre dans une certaine doctrine le parlementarisme à la togolaise, vous comprendrez que aujourd'hui, c'est tout comme si les gens ont mis le savoir de côté et les privilèges devant. C'est ça le fond de la chose. C'est la lecture que vous faites? Ce n'est même pas la lecture que je fais, c'est la réalité que nous vivons. Parce que je me suis permis de retourner lire leurs publications précédentes sur le constitutionnalisme, que ce soit en Afrique, que ce soit au Togo. J'ai vu ce qu'ils ont écrit. La dernière fois, je faisais un live même où je lisais certains articles de leur parution, leur parution, et je demandais aux gens de me dire qui est l'auteur. Les gens étaient incapables. Mais quand je disais que c'était eux, les gens étaient choqués que c'est eux qui ont écrit ça, c'est eux qui écrivent ce qu'on voit aujourd'hui. Quand même on veut nous parler de contextualisation du régime parlementaire, oui. Dans quel régime parlementaire le Premier ministre, puisque Fonia Singbe n'a pas envie de se faire appeler Premier ministre, ça fait maintenant appeler PC, dans quel régime parlementaire? Mais dans la Constitution, on l'a dit, président du Conseil des ministres. Aujourd'hui, le ministre est occulté. Voilà. Donc, au point où les jeunes disent aujourd'hui qu'il est devenu un PC, un laptop. Donc, dans quel régime celui qui est à la tête du gouvernement n'est pas élu? Dans tous les régimes parlementaires que vous avez dans ce monde, le Premier ministre est d'abord élu dans une circonscription électorale. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que nous savons tous comment est-ce que les élections aussi sont organisées au Togo. Qu'on le veuille ou pas, on a ça. Quand vous prenez les dernières élections, au lendemain même du changement de cette constitution, les partis politiques au Togo faisaient quelle activité? Surtout ceux de l'opposition, pratiquement rien. Mais parce qu'ils ont pris la voie qui est celle de l'opposition et qui est de composer avec les règles édictées par l'oppresseur, ils n'ont autre chose à faire que d'aller aux élections. Mais quelle activité ils ont pu organiser sur le terrain? Pratiquement rien. Aujourd'hui, Dama Diamagbo qui est au Parlement, la dernière fois elle voulait descendre sur le terrain à Dabao. On a sorti toutes les historiettes possibles. Oui. La semaine qui a suivi, on a vu les cadres de UNIR, malgré la menace terroriste qui était dans la même zone. Dans la même zone à faire. Donc, en réalité, tout ceci nous montre que on nous a dit ce qu'on voulait entendre. Mais la vérité, c'est que le Fonia Singbe, qu'il soit PC ou qu'il soit PR, est resté inactif. Il ne travaille pas. Il n'est pas réellement ce monsieur qui duelle sur le terrain. Et Fonia Singbe est tellement désœuvré qu'il a le temps pour aller s'occuper des problèmes des autres ailleurs. Alors que ces autres ailleurs-là, leur problème, c'est la conséquence de la mauvaise gouvernance qu'il y avait dans ces pays. Donc, ce qu'ils cherchent à aller régler là-bas sans aucune légitimité d'ailleurs, c'est ce à quoi nous aussi on est en train de tendre. Si on non, mais il est dans la dynamique d'aider les voisins à éteindre le feu quand leur maison brûle. Mais tu vas aller éteindre le feu avec quoi? Toi, tu as arrêté des opposants, tu les as mis en prison chez toi. Tu as tes proches, tu les mets en prison pour leurs opinions politiques. Maintenant, tu as quelle vertu pour aller quelque part et parler à des gens qui se battent? C'est là où se trouve le fond de la chose. Il y a toujours une légitimité à agir. C'est-à-dire, on ne se met pas dans quelque chose où on peut être embarrassé. C'est comme un prêtre ou un pasteur te dira, si lui-même il sait qu'il a des difficultés dans un domaine là, il ne va pas prêcher sur ça. Parce que il sera tenté après de te dire, fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais. Mais ça ne marche plus comme ça. Oui. Donc, aujourd'hui, quand Fonia Singbe va libérer ou chercher à libérer des militaires ivoiriens de l'autre côté,
combien de Togolais il a enfermés depuis des années pour des opinions politiques? Il en a fait quoi? Quand Faure Gnassingbé nous dit qu'il veut nous rassembler, nous protéger et transformer, comment tu peux rassembler une société aussi divisée et à laquelle tu as contribué? Moi, j'ai été chef de région CVJR pour la région des Savanes. J'ai vu et j'ai lu beaucoup de choses. Les recommandations de la CVJR, vous avez lu. Mais qu'est-ce qui a été mis en application jusqu'à ce jour? Sur les 69... Monseigneur Barriga est parti comme ça, sans voir cela de façon matérielle. Donc, tout ceci nous montre que, sur le fond, on a beaucoup à régler. Est-ce un problème de volonté politique C'est ou bien c'est quoi? C'est tout. Parce qu'au fond, même la réforme que les gens ont fait, l'objectif n'était pas de faire une réforme. L'objectif était de trouver une solution à la situation de Faure Gnassingbé pour qu'il reste au pouvoir. Vous savez, les élections de 2020, au-delà de quoi qu'on puisse dire, 2020 a fait comprendre à Faure Gnassingbé qu'il ne peut plus gagner facilement une élection au Togo. 2020 a échoué parce que, d'abord, Agbeome, Monseigneur Kpodjoro, avait tellement, je ne sais pas quel terme, annoyé, c'est-à-dire, les autres de l'opposition étaient tellement fâchés vis-à-vis d'eux qu'ils ont dit, vous avez dit, vous pouvez faire, faites un, on va voir. On va voir. Et c'est ce qui a fait qu'ils ont manqué de soutien. Et de l'autre côté, bizarrement, le bon Dieu créa la Covid qui est arrivée. Et tout cela a fait calmer les choses. Que rapidement, les revendications politiques ont fait flop. Voilà. Donc, Faure Gnassingbé voyait déjà qu'en 2025, il n'était plus en mesure de rééditer le scénario. Et donc, il fallait trouver une solution pour le garder au pouvoir et faire chose. Et donc, naturellement, ils sont allés chercher cette formule. Sauf que... Mais voilà quand même que 2 ans après, il se susurre qu'une probable révision de cette constitution est en instance. Non, en réalité, il y a 2 choses. Vous avez vu que dans la mise en œuvre, il y a un cafouillage inédit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je l'appelle une constitution de contrebande parce que les conditions dans lesquelles elle a été faite sont caractéristiques d'une activité de contrebande. Maintenant, qu'est-ce que Faure Gnassingbé veut faire? Bien sûr qu'il veut corriger et aller avoir une légitimité à la base et après venir. Mais de l'autre côté, pour couper court, il veut dire que cette constitution a été adoptée, il va chercher à le faire adopter par référendum. Pour couper court au débat sur la C92, que tout le monde insiste pour dire qu'elle a été adoptée par les Togolais au référendum. Alors qu'aujourd'hui, toi et moi, nous savons et nous avons vécu dans ce pays et nous ne pouvons pas dire que les conditions sont réunies aujourd'hui pour qu'on passe d'organiser des élections et que ces élections puissent être transparentes et que les Togolais puissent s'exprimer réellement. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, beaucoup de Togolais ne croient plus au vote. Donc, Faure Gnassingbé a couru vite, mais il veut se rattraper en ramenant sa constitution à un référendum pour dire qu'elle a été adoptée finalement, voilà, par le peuple togolais. On en est là, monsieur Madi Diabakate, que le Bénin, quoi qu'on dise, a organisé les élections présidentielles le 12 avril dernier, remportées à 94,5% par Romuald Wadani, qui a prêté serment le dimanche dernier. Finalement, il est devenu président. Le même jour, il a formé son gouvernement et les choses ont commencé déjà sur le territoire béninois. En tout cas, pour votre information, le gouvernement de Faure Gnassingbé est toujours incomplet. Peut-être même aujourd'hui à midi, on peut apprendre qu'il y a un nouveau ministre qui est nommé. Mais le fond de la chose, c'est que quand on est engagé et qu'on veut atteindre un objectif, on se donne les moyens. Wadani a une feuille de route. Il a fait une campagne innovante où, en étant confiant que les choses étaient à son avantage, il a préféré aller vers le Béninois lambda. Il a fait vraiment une campagne de proximité. En allant dans les reculer du pays. Réellement avec des femmes, des ménagères au quotidien, écouter leurs défis auxquels ils sont confrontés autres. Est-ce que ça lui a permis de prendre le pouls vraiment du vécu quotidien des citoyens lambda béninois? En réalité, ça lui a permis d'être au contact de certaines réalités. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il cerne toute la dynamique, mais certaines réalités ont été touchés du doigt. Moi, j'ai suivi beaucoup de ces choses sur la page et moi-même, ça m'a ouvert les yeux sur les difficultés que nos femmes ont dans les milieux ruraux, les défis. Vous savez, parfois, c'est comme dans l'humanitaire. Je ne peux pas vous dire comment, pour juste aller chercher de l'eau, c'est une activité vitale pour les gens dans les milieux ruraux. Ou l'accès d'abord, où est-ce que vous trouvez l'eau, où est-ce que vous trouvez votre bois de chauffage, à quelle heure les femmes doivent aller là-bas pour être à l'abri de toute violence qu'on peut imaginer, les défis, tout ça. Donc, c'est-à-dire, nous sommes parfois, nous qui nous retrouvons dans les centres urbains, je peux dire que nous sommes chanceux, comparé
à ceux des nôtres qui sont vraiment dans les milieux villages et autres. Aujourd'hui, imagine, même des gens sont dans des villages, la voie pour les connecter, c'est un problème. Il y a des villages, dès que la saison pluvieuse commence... Raison pour laquelle il a dit il faut maintenant pour les agriculteurs des voies, pour pouvoir se connecter aux grands centres urbains, il faut aider les jeunes sur place dans leur localité à croire en toutes les activités qu'ils font, etc. Et mais le comble, il dit, le pouvoir n'est pas un privilège personnel. C'est sa prise de parole sous la casquette du président de la République. Il dit que mais plutôt une responsabilité devant l'histoire et devant le peuple. Bien évidemment, ça doit être ça. Parce que prendre le pouvoir, c'est une opportunité qui t'est offerte de faire à ta façon pour que les gens ressentent ton approche, ta vision des choses. Et la démocratie aussi, c'est ça. On donne l'opportunité que chacun vienne s'essayer. Voilà. Même si quelqu'un ne fait pas bien, on sait qu'il va partir après un certain temps. Quelqu'un d'autre viendra faire. Imaginez seulement que c'était au Togo. Les gens allaient dire, mais les députés là, est-ce que les militaires... D'ailleurs, la conférence nationale ici, on a vu comment est-ce que les militaires ont débarqué pour prendre les participants. Et même Monseigneur Kodjo exposé sous le chaud soleil pendant des heures. On a vu comment est-ce que la primature de Kofigo a été attaquée. Mais en réalité, au-delà de tout ce qui se passe, moi au Sénégal, je suis en train de voir la richesse de la démocratie. Où les militaires ne sont même pas invités, ni dans la salle de l'hémicycle, ni ailleurs. Exactement. Et que même dans un même parti politique, il peut y avoir des voix divergentes. Vous voyez, dans un même parti politique, on peut avoir... Et encore au sommet de l'État. Des visions divergentes. Alors que ici, on nous fatigue chaque jour. Discipline de parti, quoi. Et donc, c'est des choses que les Togolais, le jeune Togolais a aussi envie de voir chez lui. Si on disait que c'était pour les Blancs, au moins, nos frères noirs, d'à côté, le font. Donc, ça veut dire que nous aussi, on peut créer la même chose ici. Alors qu'aujourd'hui, la parole n'est pas libre au Togo. Combien de jeunes peuvent parler? Même dans les partis de l'opposition, des fois... Non, tu ne peux pas. Oui. Contester le président national du parti, ce n'est pas possible. On va te dire, mais le jeune là... Mais voilà que Diomaye Faye, qui est, je crois bien, qui fut secrétaire, et son président, voilà, les deux se cognent vraiment. Voilà. Et ce qui m'a plu dans tout ce que Sonko a dit, il a prononcé un mot très important, l'éthique. Oui. L'éthique, c'est vraiment important. Il ne faut pas qu'on donne l'impression que faire la politique, c'est un jeu de roublard, un jeu de dupe. Non. Mais quand même, est-ce que lui aussi ne va pas trop vite en besogne? Non, en réalité, Sonko sera comptable du bilan de Diomaye. Mais ce n'est pas lui le président? Non. C'est lui qui a demandé à ce que confiance soit portée à Diomaye. Donc, même l'échec de Diomaye, c'est lui qui va en faire les frais. Être comptable devant la population. Devant la population. Et donc, très vite, il veut rappeler que nous sommes ensemble, mais je ne joue pas à son jeu. Je ne joue pas à son jeu. Et il retourne dans une posture qui est celle de dire, ok, je vais contrôler l'action maintenant. Au niveau du Parlement. Au niveau du Parlement. Et je mets... Et par rapport à tout ça, là, le Conseil constitutionnel non plus n'a débouté M. Sonko, mais tout se passe bien. En réalité... En tout cas, il y a un auditeur qui voudrait aussi participer au débat. C'est M. Senghor. Bonjour, Évangéliste Senghor. Oui, je bonjour. Oui. Mon ami a dit bonjour. Bonjour, Senghor. Bonne fête de Tabaski. Merci beaucoup. Non, vraiment, je suis très content de vous. Et que Allah vous bénisse davantage pour votre sincérité. Merci. Quand on dit un intellectuel, c'est la vérité. Bon, Inch'Allah dit. Non. Bon, est-ce que notre gouvernement n'est pas tombé dans leur propre pied? Il faut revenir en arrière ou comment? Merci beaucoup. D'accord. Bien noté, cher ami Senghor. 92 02 80 63 99 70 70 90. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Monsieur Dogbé. Oui. D'accord, nous vous écoutons. Monsieur l'invité, merci beaucoup pour votre parole. Merci beaucoup. Que vous avez parlé un peu du péage et de l'électricité. Le péage, on n'a qu'à supprimer ça comme au Ghana. Même pas diminuer parce que ce qu'on fait pour le péage, on fait le même prix pour l'essence. Les avantages que l'État aurait besoin, ça se trouve déjà dans le prix du carburant. Ils ont augmenté, ils n'ont qu'à supprimer les péages. Et pour la société, vraiment, vous avez parlé tout à l'heure d'un jeune qui veut être entrepreneur, qui veut faire Yahoo et tout ça. Et maintenant, sur notre facture, tu vas voir entretien compteur, recevance puissance, ça fait 1550 chaque mois. Même quand le courant est coupé, quand on vient couper au compteur, ça revient toujours sur nos factures. Il faut que la société enlève ça aussi. Il faut lutter. Merci beaucoup. On va tous lutter. Je ne vais pas te laisser.
Merci beaucoup. Merci, monsieur Dougoué. Alors, Senghor lui a dit, est-ce que le gouvernement n'est pas tombé dans son propre piège? Maintenant, doit-il faire marche à reculons ou carrément faire volte-face? Non, je pense que ce que nous devons comprendre avec le pouvoir togolais, c'est que ils ne sont pas capables de respecter quoi que ce soit, y compris les textes qu'eux-mêmes ils ont écrits. C'est-à-dire, vous avez vu la loi sur la liberté de manifestation, oui, qu'on appelait loi Bodjona. Après, je l'ai appelée loi Boukbessi, tout ça. C'est eux-mêmes qui écrivent ces textes. Hein. Oui. Mais ils le modifient. Ils le modifient, ils sont incapables de l'appliquer parce que ça ne les arrange toujours pas. Et c'est la même chose qu'ils sont en train de faire avec cette constitution. Et techniquement, eux, tout ce qu'ils font, c'est rattraper leurs erreurs pour mieux consolider leur position. Donc, même dans cette affaire-là de constitution dont on parle là, c'est pas qu'ils écoutent ce que nous, on leur dit, hein, mais ils réalisent les bêtises qu'ils ont faites et comment est-ce qu'ils peuvent les corriger pour pouvoir continuer par exister. En fait, c'est tout. Cette constitution répondait à un seul objectif. Comment s'assurer que Faure Gnassingbé reste au pouvoir. Et ce que je vais dire aux plus jeunes, en 2005, les enfants de Yadema nous ont fait savoir dans notre subconscient que papa avait dit de ne pas abandonner le pouvoir. Et pour conserver ce pouvoir, on a tué des Togolais. Plus de 500 selon un rapport des Nations Unies. Alors, imaginez que des gens qui, pour conserver ce pouvoir, ont fait ça. Vous imaginez qu'ils vont accepter de le laisser aussi facilement? Non. Ça veut dire que si vous le contestez, vous devez en prendre conscience et être conscient de tout ce qui peut en découler comme représailles. Mais comme le disait Martin Luther King, si on a vécu et qu'il n'y a aucune cause noble pour laquelle on peut se battre, même au risque de perdre sa vie, c'est qu'on n'a pas vécu. En tout cas. Alors, mais pour Dogbé, vous avez parlé du péage et de l'électricité. Pour lui, est-ce qu'on ne peut pas supprimer le péage au Togo comme au Ghana? Ça, c'est... Je vous ai dit d'abord qu'on ne doit pas avoir de péage au Togo parce que on n'a pas de route secondaire. Donc, ce n'est pas sur la route unique là qu'on va nous imposer le péage. Et on a poussé le cynisme jusqu'à faire payer les motos. Oui. Vous voyez. Donc, ça ne doit pas être. Et c'est sur ces questions que les Togolais doivent parfois interpeller notre gouvernement. Quand on nous parle par exemple de Rosa Parks, qui a refusé de se lever et céder la place à un blanc. Voilà. Ça veut dire aussi qu'un jour, on peut refuser de payer au péage. Mais le problème togolais, c'est qu'on attend toujours que ce soit X qui le fasse et Y est à côté pour filmer ou bien est à la maison et pour en bénéficier par après. C'est ça le problème togolais. On coupe l'électricité de jour au lendemain, mais en tout cas tous les jours, mais quand même sur les factures qui sont très élevées, on me dit entretien, compteur, redevance, etc. C'est des faux frais, c'est ce qu'on appelle les faux frais. Il y a même l'éclairage public. Oui, justement, on paye tous l'éclairage public. Alors que moi, il n'y a pas d'éclairage public qui mène chez moi. Pourtant, c'est une grande voie. Et c'est comme ça pour beaucoup de Togolais. L'éclairage public ne doit pas se limiter sur les principaux axes. Surtout qu'on voit qu'on le fait pour arriver devant la cour des ministres. Je vous dis que on doit valoriser le citoyen togolais. Et il faut qu'on le fasse. Voilà. Au lieu de chaque fois donner les meilleurs avantages seulement à ceux qui sont déjà privilégiés. Un ministre a déjà des privilèges. Et avec son salaire, il peut lui-même faire l'éclairage même à sa devanture. Mais c'est chez lui on envoie. C'est chez lui on envoie carburant. C'est chez lui on vient déposer groupe électrogène. Quand même. Quand même, est-ce qu'il y a bon espoir demain? Non, moi je reste très convaincu que le combat pour un Togo démocratique va aboutir. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Diabakate Mandi d'être passé chez nous. C'est moi qui vous remercie. Ascool, merci. Nous disons merci également à notre directeur des programmes. Merci Claudia Dinon, merci Amdioyala. Madame, monsieur, à l'instant, c'était Elhadji Mandi Diabakate, analyste, politologue, il est juriste, bien sûr. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir reçus chez vous. Moi, je suis Joachim Bétine. Très bonne journée.